Encourus, ne pas déclarer doit valoir le coup. Un Danois sur 5 a travaillé au noir au moins une fois l'an dernier. En Europe aussi, le phénomène est largement répandu et devrait continuer à l'être tant que sur le marché officiel du travail, de nombreux chômeurs restent taqués. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Qu'est-ce que vous avez retenu? Pourquoi les gens ne déclarent pas leurs revenus? Moi, ce que j'ai retenu de ce là c'est que le monde qui travaille dans le noir, ça fait comme du mal au pays. Parce que si eux ne travaillaient pas dans le noir, ben, le pays aurait plus d'argent pour les infrastructures comme les hôpitaux ou les écoles. Oui, tout à fait. Oui. Le travail, on se l'attend, mais c'est vrai que pour ça, il faut toujours Les allocations? Les allocations du chômage par le gouvernement. Donc, ce sont les autres travailleurs qui payent pour cette personne qui ils travaillent au noir, non déclaré. L'argent qu'ils gagnent, c'est pour eux uniquement. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien. OK? Très bien. Une autre idée? C'est bon? Oui, Thomas? Ben moi, j'ai juste pris en lien qu'ils font ça, ben, ils cachent juste l'argent du gouvernement juste pour garder cet argent. Juste que les autres payent, puis eux, ils ont tous les mêmes infrastructures. Ils bénéficient de tout sans vraiment cotiser comme tout le monde. Effectivement. Alors, ceci nous amène à enchaîner avec un texte qui parle justement de l'économie souterraine. Vous prenez donc votre livre à la page 149. Page 149. Alors, on parle donc de l'économie souterraine. Qui veut lire le premier paragraphe? Allez, Evelyne, tu me dis ça, s'il te plaît? L'économie souterraine. Chaque année, les activités frauduleuses et illégales génèrent 100 milliards de dollars. C'est ce qu'on appelle l'économie souterraine. Les transactions qui échappent au contrôle de l'État le prix d'un revenu annuel est estimé à 2,5 milliards de dollars. Il s'agit d'une somme considérable qui pourrait être investie dans différents projets pour contribuer à l'amélioration des services publics souffrant d'un sous-financement. Ce n'est évidemment pas le cas puisque seuls les criminels et les fraudeurs profitent de l'économie souterraine. Voilà, pour illustrer ce que tu viens de dire, Ulysse, voyez-vous, c'est que l'argent est perdu finalement et le gouvernement ne peut pas l'utiliser pour rendre les services qu'on pourrait, par exemple, on pourrait tous bénéficier de bonnes routes, etc. Finalement, ils ont de l'argent en moins pour réinvestir dans des services publics. Très bien, alors on continue. Quelqu'un d'autre? Adorma, vas-y. Lorsqu'un travailleur reçoit un salaire, son employeur doit prélever un montant d'argent pour acquitter l'impôt et contribuer à divers programmes comme le régime de rente du Québec. Alors, c'est quoi ça? Vous avez déjà entendu parler? Le régime de rente du Québec, RRQ. Dès que vous commencez à travailler, vous commencez à cotiser. On va vous prélever de votre salaire pour ce régime. Et ce régime sert à quoi? À la fin de votre carrière? Oui? C'est comme, dans la fois le gouvernement va enlever un peu ton salaire à chaque année, puis à la fin, comme quand tu vas prendre ta retraite, ils vont te donner comme ça. Exactement. OK? Alors, c'est un peu comme une caisse dans laquelle votre argent va être mis au fur et à mesure pendant vos années de travail. Et puis à la fin, une fois que vous allez prendre votre retraite, disons 65 ans, eh bien, on va vous verser, si vous voulez, une sorte de salaire tous les 15 jours qui ont été versés pendant votre travail. D'accord? Alors, c'est le régime des rentes du Québec. Alors, on continue pour éviter de déclarer à divers programmes comme le régime pour éviter de déclarer un revenu et de payer des cotisations. Il arrive que certains décident de travailler au noir. De cette façon, il n'y a ni contrat, ni facture, ni reçu qui témoignent du travail accompli et les employés sont payés en argent comptant.
C'est dans le domaine de la construction et de la rénovation que le travail au noir est le plus répandu. Bon, alors, on va s'arrêter 2 petites secondes. Bon, je vous pose la question, quelle est la différence entre la construction et la rénovation? Alors, Ulysse. La construction, c'est quand que tu construis un bâtiment, par exemple, de rien à un bâtiment. Donc, il n'existait pas avant, là, tu l'as juste construit. Puis la rénovation, c'est quand tu as déjà un bâtiment, tu le mets en état. Voilà. OK, donc vous prenez du vieux et puis vous l'arrangez, c'est de la rénovation. Vous prenez quelque chose dès le départ, tout nouveau, et vous le construisez. Là, on parle de vraiment construction. Très bien. Alors, on continue. Les personnes impliquées ne sont pas toujours conscientes des problèmes que cela peut Engendrer. OK, ça veut dire quoi engendrer? Que cela peut. Alors, on continue. Liam, tu veux lire? Oh, ok. Étant donné que le travail au noir est illégal, les coupables risquent des poursuites et des pénalités. Par ailleurs, les travailleurs ne sont pas protégés en cas d'accident. Ils n'ont pas le droit aux questions de l'assurance d'emploi. Aux prestations de l'assurance d'emploi s'ils manquent de travail. Oui, alors c'est quoi donc cette fameuse, ce fameux assurance emploi? De quoi s'agit-il? Quelqu'un d'autre? Émilie? Je pense que c'est comme quelqu'un qui a un certain nombre de gens qui ont fait le travail. Non, ça c'est autre chose. Alors, C'est comme une garantie de si tu te fais mal ou comme tu as un bébé, tu vas quand même être payé et tu ne vas pas être pénalisé à cause de ça. Alors, effectivement, ça rejoint un peu ça. Lorsque vous travaillez, encore une fois, vous cotisez. Et si jamais vous perdez votre emploi pour X raisons, ok, et que vous avez déjà travaillé pendant un certain nombre de jours dans votre vie, vous allez avoir droit à ces prestations d'assurance emploi, c'est-à-dire qu'on va vous verser un salaire toutes les semaines ou tous les 15 jours qui va venir compenser, si vous voulez, un peu ce que vous avez perdu. C'est à concurrence de 55% de votre salaire. Donc, vous allez pouvoir vivre en attendant de retrouver un autre emploi. Okay? Alors, on continue. Les consommateurs, eux, n'ont aucun recours s'ils ne sont pas satisfaits, puisque les travaux exécutés ne sont pas garantis. Enfin, cette pratique entraîne une injustice sociale, car les travailleurs au noir profitent des services publics sans contribuer à leur financement. Bon, voilà. Alors, ça regroupe vraiment ce que nous avions dit tout à l'heure, depuis le début de la période. C'est que vous allez embaucher quelqu'un qui va travailler pour vous, vous n'allez pas le déclarer, vous allez le payer en argent comptant et vous n'allez pas cotiser, ce qui fait que le jour où il arrive quelque chose, vous n'avez pas ces prestations parce que vous n'avez pas cotisé pour ça. Okay? Alors, très bien, on continue. Il n'y a pas que les travailleurs qui dissimulent des revenus. Il semble que certaines entreprises ne déclarent pas toutes leurs recettes ou ne remettent pas à l'État toutes les sommes équivalentes aux taxes versées. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quoi une recette? Une recette? Oui, c'est quoi? C'est comme la facture. Oui, tout ce que tu as gagné. Okay. Oui, ok. Les établissements. Cette forme d'évasion fiscale. Alors, nous sommes à la Cette 5e forme ligne. d'évasion fiscale touche particulièrement le domaine de la restauration. Les établissements où l'on emploie des logiciels conçus pour camoufler les ventes sont dans le collimateur des vérificateurs. Bon, alors, qu'est-ce que vous connaissez justement sur ce domaine de la restauration? Alors, quelqu'un d'autre, monsieur Hulin. Le domaine de la restauration. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait voulu faire restaurer un... Non, la restauration. Bon, toi, tu parles d'autre chose. Ouais, ok. Le restaurant. Qu'est-ce que tu ok. sais sur ça? Le restaurant. Oui, alors. Je sais qu'il y a des personnes qui vont travailler là légalement, qui sont payées sous la table, comme les serveurs. Alors, les serveurs, par exemple, oui, qu'est-ce qui arrive, Thomas?
Ah ben, ils reçoivent des pourboires. Alors, c'est un travail où il y a des pourboires. Alors, les pourboires, qu'est-ce qu'ils font avec? Légal. Alors, généralement, ils doivent être déclarés parce qu'ils font partie du revenu. Or, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vraiment toute la somme est déclarée? Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelques années, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a imposé? Le gouvernement fait tous les reçus. Alors, donner le montant de... Ils veulent savoir combien d'argent passe à travers la porte de ce restaurant. Et comment ils font ça? Comment ils peuvent le Par faire savoir? des audits. Ah non, oui, d'accord, je suis d'accord, mais il y a un autre système aussi. Oui, Mais ils ont inclus le pourboire dans la facture. non, pas encore. Non, quand vous allez au restaurant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vraiment commander, etc. Et à la fin, qu'est-ce que vous donnez? En général, le montant du pourboire, c'est combien? C'est 15% de la facture. Donc, en gros, ce sont les taxes que vous allez donner au serveur parce qu'il vous a rendu un bon service, etc. Alors, vous lui donnez ça. Lui, il a un salaire à l'heure. C'est sûr que ce n'est pas élevé. Hein? Je pense que les gens qui sont dans le domaine de la restauration, les serveurs, etc., leur salaire moyen est aux alentours de $8 par heure. Et le reste est compensé par les pourboires, justement. Alors, il y a eu énormément de fraude dans ce domaine. Les gens ne déclaraient pas nécessairement tous leurs revenus. Alors, le gouvernement a imposé quelque chose aux restaurateurs. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Non? Un logiciel. Ils ont mis un logiciel dans les caisses. OK? Et là, il n'y a plus moyen de frauder, si vous voulez. Donc, tout ce qui rentre doit être déclaré en fin de compte. Oui. J'allais à un restaurant de souvlaki et toute ma vie, tu devais payer en cash. Okay. Et maintenant, ils n'ont plus le droit d'accepter du cash parce que comme tu dois payer avec une carte parce que le gouvernement ont trouvé qu'ils cachaient tout leur argent, alors ils ne le réclamaient pas. Okay. Est-ce que ça, c'est un exemple de ça? Oui? Ça pourrait. Ça pourrait, oui. Est-ce que vous avez vu, probablement, oui, il y a des endroits, tu viens de dire qu'il y a des endroits où on va pour avoir un service et on nous exige de payer uniquement en argent comptant. OK? Alors, donnez-moi l'exemple. Alors, un endroit où vous devez payer uniquement en argent comptant. On n'accepte rien d'autre. C'est de quoi s'agit-il? Ils vendent de crème glacée. De la crème glacée, OK? Alors, jeune homme. Pour l'entraînement de sport, tu dois payer des coachs en cash. Les entraîneurs? Oui, Oui. Pour les salons de... Pour les ongles. Les ongles. Onglerie, oui. Si tu payes cash, ils ne vous chargent pas de taxes. Ils ne chargent pas les taxes. Alors, ils ne comptabilisent pas ça. Oui, effectivement, alors dans les salons pour les ongles, effectivement, vous payez en argent comptant. Ça ne prend pas autre chose. Oui. Est-ce que les gens plus riches sont taxés plus? Oui, oui. Non, non. Il y a des échelles. OK? Dépendamment de ton revenu, tu vas être taxé beaucoup plus. OK? Alors, on continue, très bien. Donc, Liam, pour contrer ce phénomène. Pour contrer ce phénomène et récupérer près de 500 millions de dollars par année, le gouvernement souhaite installer un logiciel d'enregistrement Fiscal. Oui, dans tous les restaurants du Québec. Voilà, alors c'est de ce logiciel dont on parlait. Bon, comme le livre est un peu ancien, donc à l'époque, ça n'était pas encore en vigueur, ça l'est maintenant. Tous les restaurants sont dotés de ce logiciel qui va enregistrer vraiment le tout. Donc, il y a moins de possibilités maintenant de ne pas déclarer les revenus. Okay? Alors, on continue. Il se pourrait que cet outil règle le problème. Voilà. Alors, on a parlé de collimateur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les ventes sont dans le collimateur des vérificateurs. Être dans le collimateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je peux le voir. Ben non, ça veut dire qu'on te surveille surtout. OK? Alors, on continue. En plus de la dissimulation des revenus, il faut tenir compte de l'argent dépensé par l'État pour satisfaire toutes les demandes injustifiées. Il y a des personnes qui reçoivent des prestations d'assurance
emploi alors qu'elles travaillent au noir. D'autres fournissent de faux renseignements pour obtenir une allocation d'aide sociale ou un crédit d'impôt. Les demandes abusives coûtent si cher à l'État qu'il a fallu élaborer des stratégies pour détecter et éliminer des fraudes. On espère ainsi identifier tous les coupables et les forcer à rembourser les montants perçus. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les gens qui travaillent au noir sont déclarés chômeurs, donc ils ne trouvent pas de travail, mais en parallèle, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent de l'argent illégalement et en parallèle, ils ont aussi des prestations. Alors, ce que ça veut dire qu'ils coûtent cher à l'État. Merci, M. Califa. Alors, ils coûtent cher à l'État finalement. Donc, c'est de la pure perte pour le gouvernement. Très bien. Alors, on continue. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Thomas. Les biens et les services illicites alimentent aussi l'économie souterraine. La drogue, le trafic humain, le prosélytisme, la vente de marchandises volées, véhicules, argent, etc. Et les faux documents, rapports et autres papiers d'identité rapportent des sommes colossales. La contrefaçon et la contrebande permettent également de distribuer des marchandises interdites. Bien. Alors, on va s'arrêter 2 petites secondes. De quoi s'agit-il ici? La contrefaçon, c'est quoi? Alors, Élise. C'est des biens ou comme des peintres noirs ou des chaussures plus comme pour nous qui sont pas vrais, pas authentiques. Dans le fond, c'est des fausses pièces-d'or, n'importe quoi. Puis ils les vendent pour un prix très cher, comme si c'était la vraie, mais c'est pas vraiment. Alors, est-ce que vous pouvez donner des exemples? Vous en connaissez tous, là. Oui. Alors, tu as une idée? La contrefaçon, de quoi s'agit-il? Oui, Thomas? C'est comme les téléphones faux, comme ils diraient que Par c'est exemple? un téléphone d'Apple, puis ils vendent au même prix que sur dans les magasins, mais c'est vraiment... C'est copié. D'accord? Alors, ce qui nous amène finalement à ces quelques questions. Où ces produits, d'après vous, où est-ce qu'on les fabrique? En Chine. La plupart du temps. OK? Et est-ce que vous avez déjà pu détecter la différence entre un vrai et un faux? Oui. Ben, comment ça? Selon la qualité. La qualité? Il y a toujours des petits indices qui sont pas comme. Disons que tu regardes un vrai, tu regardes le faux, il y a toujours une petite différence. OK. Bon, d'accord. Alors, vous savez qu'il y a même des voitures qui sont fabriquées et qui sont copiées. Alors, dernièrement, là, j'avais vu un reportage sur le plus grand marché du monde, ça s'appelle Yiwu. Et là, on fabrique de tout, mais vraiment de tout, c'est en Chine. Et il y avait des fausses Porsche Cayenne, par exemple, qui se vendent 18 000 € au lieu d'une centaine de mille. Et donc, vous avez vraiment de tout. C'est le paradis de la contrefaçon. Donc, il faut se méfier. Est-ce que c'est la contrefaçon? Est-ce que c'est légal? Non. Non, ce n'est pas légal. Donc, en fait, il faut vraiment éviter tout ça. Et dans quelles conditions ces produits sont fabriqués, justement? J'ai une question. Oui, alors. Tu dis que c'est illégal, donc quand c'est tu prends accident? Comment ça, par accident? Quand tu prends que c'est vrai, donc tu l'achètes. Bah, écoute, mais si tu achètes un produit, par exemple, tu achètes un sac, sans citer de marque, d'une grande marque connue, ça va coûter un certain prix. Hors limitation, généralement, ils le vendent beaucoup moins cher. Donc si tu l'achètes sur Amazon, parce que des fois Amazon... Ouais, il faut se méfier, c'est ça. Alors, il faut vraiment faire très attention. Est-ce que c'est le vrai, c'est le faux? L'idéal, ce serait quoi? Ce serait d'aller dans un magasin de la marque et de l'acheter. Là, tu t'assures vraiment de ne pas commettre d'affaires. Tu achètes vraiment le vrai, parce que tant qu'à payer, il faut s'assurer que ce soit le bon et la bonne qualité ici. Alors, qui les fabrique donc? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de des gens qui travaillent en Inde, dans les usines, etc. Est-ce qu'ils sont payés vraiment selon les normes? Et Non. puis, est-ce que les conditions de travail répondent aux normes, justement? Oui, Yann. Au Canada, c'est pas si pire, comme ils sont quand même payés le salaire minimum, si
façon comme légale, mais en Chine, c'est vraiment pas des bonnes conditions de travail. Ils ne peuvent pas vraiment partir de l'usine et ils sont payés pas beaucoup d'argent. OK, Thomas? Moi, d'accord un peu, comme ces jeunes sont exploités par une sorte de construire pour n'importe raison, que ce soit que la famille a besoin d'argent ou que juste n'importe quoi, mais ils sont exploités dans un environnement pas sain pour, on va dire, les jeunes à cause c'est plus les jeunes comme de 8 ans, 9 ans qui sont plus... Alors, on peut effectivement, Thomas, parler de l'exploitation. Okay? Ils sont exploités. Bon, c'est sûr que le salaire minimum n'a rien à voir avec celui qu'on connaît ici, mais là-bas, ça représente quand même de l'argent pour pouvoir faire manger la famille. Alors, c'est surtout important, mais les conditions, effectivement, ne sont pas toujours humaines, disons. Bien. Alors, on va continuer. On termine la lecture de ce texte sur l'économie souterraine. Vanessa, tu veux terminer ça, s'il te plaît? Malgré la répression policière, tous les marchés illégaux se développent. Ils sont généralement lourds de réseaux bien structurés, associés au crime organisé. OK. Alors, qui peut me donner un exemple de contrebande, pardon? La contrebande. La drogue. Par exemple. OK. Les cigarettes. C'est illégal aussi. Oui. Très bien. Alors, on continue. L'économie souterraine. L'économie souterraine est une réaction de D'insatisfaction face aux règles et contraintes imposées par l'État. Les personnes qui empruntent cette voie ont l'impression que les finances publiques sont mal administrées. Elles se justifient en affirmant qu'elles payent trop cher par rapport à la disponibilité et à la qualité des services offerts. D'autres individus sont déterminés à faire fortune en transgressant les lois. De son côté, l'État réagit en augmentant les taux de taxation. Finalement, l'économie souterraine enrichit les criminels et les fraudeurs tout en appauvrissant les citoyens honnêtes qui doivent compenser l'État. Oui, ça veut dire quoi? Qui sont les citoyens honnêtes? Nous qui travaillons, OK? Donc, nous, on doit payer davantage pour équilibrer, justement. Alors, on est perdant, et puis les fraudeurs, finalement, eux, ils sont gagnants. Très bien. Alors, vous allez maintenant, s'il vous plaît, vous mettre par deux, donc, et vous allez répondre aux questions. Nous allons faire les questions 1 à 5. Puis ensuite de ça, nous allons corriger ça ensemble. Alors, on y va.
exactement le revenu que tu as gagné pendant l'année. Tu vas remplir un formulaire avec des questions, des chiffres, etc. Puis il y a un calcul qui se fait et à la fin, soit tu dois de l'argent au gouvernement ou le gouvernement te doit de l'argent ou vous êtes quitte. Donc il n'y a aucun des deux parties qui doit de l'argent à qui que ce soit. C'est ce que tu dis. À la fin, c'est un calcul qui se fait. C'est une imposition d'un certain pourcentage de ton revenu. Et selon tous ces calculs, à la fin, c'est soit tu payes ou tu reçois. Donc, revenu. Oui, Émilie. Oui. Ça dépend si tu prends une retraite anticipée. À partir de 55 ans, tu peux arrêter de travailler. Avant non, parce que ce qui est pour la retraite reste pour la retraite. Tu ne peux pas le retirer avant. Oui, c'est ça que je trouve oh oui, ils prennent de là, c'est une cotisation. Oui. Si, mais pour plus tard. C'est-à-dire que toute ta vie, pendant que tu travailles, on va te prendre de l'argent pour la retraite. Non. Ah, toi, tu parles des REER. Tu cotises au REER. C'est-à-dire que c'est pour diminuer l'imposition. Parce que tu as fait un gros salaire, si tu veux. Donc, pour réduire tout ça, tu prends une certaine somme de ton salaire, tu vas le mettre en REER, ça réduit ton revenu. Et celui-là, tu ne le retires que plus tard. Il sera toujours imposé, mais c'est juste que tu reportes le moment. Parce que plus tard, quand tu seras à la retraite, tu ne vas pas gagner 100 000. Okay? Tu vas gagner beaucoup moins. Donc quand tu vas le retirer à ce moment-là, tu as un certain montant que tu retires, il sera imposé, mais pas pour 100 000. Beaucoup moins que ça. Donc tu es gagnant quelque part. Ok? Bien. Est-ce que vous avez terminé? Nous allons corriger les 5 premières questions, s'il vous plaît. Alors, question numéro 1. Qu'est-ce que l'économie souterraine? Dites-moi. Aliki? L'économie souterraine, c'est un travail sans être déclaré. Très bien. Pas payer les taxes. C'est ça, l'économie au noir, non officielle, etc. Très bien. Ensuite, le groupe d'Émilie nomme un service public, par exemple, les hôpitaux, etc. Très bien. Ensuite de ça, Ulysse, qu'est-ce que l'impôt? C'est l'argent qu'il faut au gouvernement. Donc, une certaine somme de ton salaire de ton travail pour toi, tu prends, tu donnes au gouvernement. Très bien, c'est une contribution aux dépenses de l'État. Oui, c'est très bien. Alors, ensuite de ça, le groupe de Lorraine. Selon toi, qu'est-ce qui motive le choix d'embaucher un travailleur au noir pour faire des travaux dans sa maison? Ça peut coûter moins cher. C'est ça. Il n'y a aucune taxe aussi. C'est ça, économiser de l'argent, etc. Alors, le groupe de fait. Alors, c'est pourquoi le travail au noir est-il illégal? C'est ça. L'argent ou le revenu échappe au contrôle de l'État, donc ça ne marche pas. Très bien. Pardon? C'est l'argent qui échappe au contrôle de l'État. Alors, vous allez avoir le reste des questions à faire en devoir pour demain, donc questions 6 à 16.